Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine et bonne année. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Alors on va débuter 2025 avec un ancien vainqueur du Vendée Globe qui navigue désormais en multicoque. Fort de cette double casquette, il va pouvoir décrypter avec nous l'actualité forte du moment. Actualité marquée à la fois par le dénouement très proche du Tour du Monde en solitaire en IMOCA et puis par les tentatives pour battre le record du trophée Jules Verne, un trophée bien difficile à aller chercher. Vainqueur du Vendée Globe 2016-2017 avec un temps record de 74 jours, 3h35 minutes. Notre invité est aujourd'hui le skipper de l'ultime Banque Populaire 11 avec lequel il a remporté la Transat Jacques Vabre 2023 et terminé 3e de l'Arkea Ultime Challenge l'an passé. Le plus célèbre marin de la baie de Morlaix va nous apporter son regard d'expert et partager avec nous son expérience. Je vous demande d'accueillir Armelle Lecléache. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Armelle. Bienvenue Armelle. Bonsoir. Bonsoir, bonne année, merci d'être avec nous. Comment se passe ton hiver? Parce que c'est plutôt rare de te voir à terre. Comment est-ce que tu t'occupes? Oui, plus calme que l'hiver dernier, c'est sûr. On était parti il y a à peine un an sur notre aventure un peu hors norme avec ces ultimes en solitaire. Donc non, ça fait du bien d'être au chaud, d'être un peu plus au chaud, de suivre les copains faire leur tour du monde en monocoque. Et puis voilà, on a un gros chantier en ce moment avec le trimaran, donc on prépare la saison à venir. Armelle, on va forcément regarder avec toi ce qui se passe au cœur du Vendée Globe. 35 concurrents sont encore en lice depuis l'abandon de Yannick Bestaven, le tenant du titre. Les leaders Charlie Dalin et Johan Richomme sont dans la dernière ligne droite, au coude à coude depuis le début du Pacifique. Ils se livrent un duel absolument sans merci. Si Johan Richomme était passé en tête au Horn et avait même compté 100 000 d'avance, eh bien Charlie Dalin a repris la main et même ses distances avec son rival. Armelle, ça te rappelle un peu un mano à mano, par exemple, avec François Gabard en 2012-2013? Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Voilà, c'est le duel final qui nous tient un peu en haleine depuis plusieurs semaines. Charlie et Johan se connaissent bien. Ils ont navigué en Figaro, notamment l'un contre l'autre. Un peu comme moi et François en 2012. Donc c'est vrai qu'il y a ce duel un peu qui nous tient jusqu'au bout. On voit que Charlie a pris un petit peu les devants et un petit peu les cartes en main pour cette fin de Vendée Globe. Mais voilà, il reste encore quelques journées à faire et c'est ce que j'avais moi un peu dans la tête en 2012. J'espérais voilà, encore une opportunité de renverser la tendance et de revenir sur François. Ça s'est joué à pas grand-chose, seulement 3 heures à l'arrivée. On verra l'écart final. Oui, un écart qui est de 180 000 au pointage de 15 heures. On a vu pas mal d'images quand même où ils ont navigué à vue avant que Charlie ne recreuse à nouveau l'écart. C'est pas du tout joué là, Armelle. Est-ce que tu as fait des petits routages pour voir ce que ça va donner sur la fin là? Alors je n'ai pas fait des routages précis, mais au vu de la situation météo, c'est vrai que il n'y a pas de situation complexe pour finir. Voilà, ils vont terminer avec l'anticyclone qui s'installe enfin chez nous avec un peu de soleil dans les prochains jours. Ça va faire du bien, mais donc ça va finir au près avec un peu de vent d'est. Donc je dirais que Charlie, comme je disais, il a les cartes en main. Voilà, c'est lui qui est maître du jeu. Il contrôle son adversaire et il faut qu'il arrive à se placer entre la ligne d'arrivée et Johan. Il le fait de façon très bien. Il sait le faire. Il l'a fait déjà dans notre catégorie. Il l'a fait aussi en IMOCA. Pour Johan, il faut espérer quelques opportunités, peut-être un nuage un petit peu malveillant pour que Charlie ralentisse. Voilà, éventuellement une mauvaise manœuvre, quelque chose qui ferait qu'il lui remette un peu la pression. Mais c'est vrai que pour l'instant, Charlie a quand même les cartes en main. C'est pas fini parce que les bateaux sont fatigués, les marins aussi. On sait aussi qu'il y a de plus en plus de trafic maritime devant les étraves des concurrents parce qu'ils vont revenir dans une zone qui est beaucoup plus peuplée en termes de bateaux. On l'a vu avec Boris Herman et on l'a vu il y a 4 ans. Donc voilà, il peut se passer plein de choses, mais je pense que pour Charlie, voilà, il est tellement concentré dans sa course. Je retrouve un peu moi mon état d'esprit que j'avais finalement 4 ans après cette deuxième place avec François où je voulais absolument pas revivre ça et je pense Alex Autrous. avec Alex Autrous et je pense que Charlie est un peu dans cet esprit là où
il veut pas revivre ce qu'il a vécu il y a 4 ans où il était arrivé, il avait pour le coup passé la ligne d'arrivée en premier, mais il avait dû être reclassé avec les bonifications. Deuxième, donc il n'a pas envie de finir deuxième, ça c'est sûr. Et je pense qu'il est à 200% concentré et il va être difficilement délogeable de sa première place. Ouais. Alors justement, Johan avait été très impressionnant dans les mers du Sud, ce qui lui avait permis de passer en tête au Horn. Et puis Charlie, justement, il a repris la pole position dans l'Atlantique Sud où les vents étaient plus erratiques. Est-ce que son bateau était plus évolutif, plus léger et plus performant dans les transitions? C'est une explication? Oui, c'est vrai. Hein, on l'avait vu un peu sur les courses de sélection, de qualification. Charlie a choisi peut-être un bateau un peu plus polyvalent, on va dire, qui va vite partout, qui n'est pas forcément le bateau le plus rapide à une allure précise, mais notamment dans ces phases de transition, c'est un des bateaux les plus à l'aise. Johan a peut-être un bateau un peu plus typé pour les mers du Sud, le vent portant. Il l'a montré avec des vitesses incroyables. C'est comme ça qu'il a réussi aussi à revenir sur Charlie. Il avait quasiment presque à un moment 500 000 de retard. Donc voilà, à coup d'énergie et de vitesse, il a su raccrocher Charlie et lui mettre la pression et repasser devant lui avant le Cap Horn. Derrière, effectivement, Charlie est peut-être un bateau un peu plus performant dans les allures actuelles, dans les allures qui ont précédé le passage de l'équateur notamment, qui lui a permis à chaque fois de grappiller quelques milles. Et ça va être le cas pour la fin de parcours. Peu de portants avec du vent fort a priori sur la fin de course. Donc juste un peu après les Açores. Ouais, un petit peu, mais ça va pas durer très longtemps. Donc même s'il reprend 20-30 000, il a toujours ce matelas d'avance qui lui permet pour l'instant de contrôler. Alors tu le disais, tu as connu ces deux cas de figure, être chassé et être chasseur. Johan disait dans une interview là récemment, je vais mettre les watts pour le rattraper et on sait qu'il va rien lâcher. C'est difficile, on tremble jusqu'à la fin quand même, Armelle, pour avoir vécu les deux situations. Il vaut mieux être chasseur ou alors on est content de gagner, mais c'est quand même très très difficile psychologiquement d'être chassé comme ça jusqu'au bout. Alors oui, moi j'ai eu l'expérience de vivre ces deux moments-là. Je préfère être chassé que chasseur. Comme je disais, voilà, quand on est chassé, on a son destin en main. Quand on est chasseur, finalement, et c'était le cas avec François en 2012, finalement on est obligé de subir un peu la météo, de suivre un peu l'adversaire parce qu'il y a peu d'opportunités de stratégie. Et donc on attend un petit peu que devant, il lève un peu la garde, il faiblisse en termes de performance, qu'il ralentisse. Alors que devant, finalement, on a toujours un petit avantage et on peut l'utiliser justement pour pouvoir gérer sa course, gérer son avance. Mais c'est vrai que c'est une pression qui est forte. Parce qu'à bord, la moindre erreur, ça peut vite nous mettre dans un cercle un peu qui nous met un petit peu mal à l'aise. Et puis on est aussi de plus en plus sur la fin de course. Et je pense que les deux à bord de leur bateau sont très sensibles au moindre bruit suspect parce qu'ils ne veulent pas subir d'avarie. Et moi, c'était vraiment cette pression-là qui était un petit peu aussi au-dessus de moi, comme une épée de Damoclès où on imagine un peu toutes les catastrophes, une voile qui se déchire, une pièce qui casse, un foil qui casse, peu importe. Et dès qu'il y a un bruit un petit peu suspect, on se réveille un petit peu en panique, même si c'est rien. Et ça va tenir, ça va être le jeu un petit peu et l'état d'esprit que va avoir Charlie et Johan jusqu'à l'arrivée. Oui, personne, c'est vrai, n'est à l'abri. Poupon, il avait dématé en 93, il était derrière Alain Gauthier, loin. Mais justement, les deux, tu parlais de ça, l'attention au bateau, les deux protagonistes ont assuré dans les différentes vacations que leur bateau était à 100% pour cette bataille finale. Alors, est-ce qu'on peut les croire ou est-ce qu'il y a une part d'intox et puis on ne veut pas dévoiler ces petits secrets forcément à ses adversaires? Oui, il y a sûrement une part d'intox. Enfin, ils nous le diront à l'arrivée, mais on n'a jamais vu de bateau arriver à 100% de leur état après un Vendée Globe, c'est impossible. Donc, mais vu le rythme quand même. Alors vu le rythme, bien sûr, les bateaux, ils arrivent toujours à être performants, très performants, mais ils ont sûrement eu des bricoles. On a vu Charlie dans le mât. Voilà, on voit les images, on a vu Charlie dans le mât. Il a dû réparer une voile aussi. Johan aussi a sûrement eu des soucis techniques. Bref, ils ont sûrement leur petite liste de bricoles qui, soit ils ont pu réparer, soit ils doivent faire avec. Mais ça se voit pas effectivement de l'extérieur. Tant que ça se voit pas de l'extérieur, en général, on le dit pas pour pas donner trop d'espoir à son adversaire direct, surtout dans cette situation-là actuellement.
C'est ce que moi j'avais fait avec Banque Populaire contre Alex Thompson en 2016, ou même avec François. On essaie de pas trop donner d'éléments qui pourraient favoriser ou remonter le moral de notre concurrent direct. Mais c'est vrai que les bateaux ont quand même souffert beaucoup, hein. Pour tenir les vitesses qu'ils ont tenues, on a vu des journées à quasiment 600 000, voire plus de 600 000. Et puis après, on les a vus aussi beaucoup avec la caméra en train de les filmer dans leur siège, et où ça remue en tous les sens. C'est impressionnant. Il faut imaginer que le bateau, il est en permanence secoué, il prend beaucoup de chocs. Et donc le matériel, bien sûr, il subit de la fatigue. Et c'est sûr qu'après 60 jours, 65 jours de course, il y aura une petite liste de détails, de casses, de pannes qu'ils raconteront à l'arrivée. Alors, ils sont tous les deux issus de la filière Massif. Ils ont même été colocataires pendant les années Figaro, mais ils sont quand même très, très différents. Charlie est assez avare de confidences et Johan, dans ce Vendée Globe, il a beaucoup communiqué. On l'a vu même très pédagogue dans ses analyses météo, l'œil du Vendée. Quel est, toi, ton regard sur... Tu les as un peu côtoyés à Port-la-Forêt, forcément. Quel est ton regard sur les deux personnages? Oui, c'est vrai qu'ils ont des parcours assez similaires en termes de parcours sportif. Voilà, ils ont issu du Figaro notamment, à Port-la-Forêt. Ils ont aussi fait un peu les mêmes études, l'école à Southampton. Donc c'est des têtes bien faites. C'est des marins qui sont aussi des très bons stratèges sur l'eau. On le sait, hein, tous les deux, ils aiment la stratégie. Ils aiment passer du temps à faire des routages. Et quand ils sont pas en mer, ils le font pour d'autres marins. Mais c'est vrai qu'après, dans leur état d'esprit, leur particularité, ils sont différents et heureusement, tant mieux. On retrouve finalement un petit peu comme des duels dans d'autres sports qu'on a pu vivre dans le vélo, dans le tennis, dans la Formule 1. Dans la Formule 1, voilà, il y en a un qui est un peu plus méticuleux, plus professeur, l'autre un peu plus avec la fougue. Voilà, c'est ça aussi qui fait la beauté de ce duel et qui passionne aussi le grand public. Donc on s'y attache beaucoup et moi je les connais tous les deux. En tout cas, ce sont des marins exceptionnels parce qu'ils l'ont montré sur ce Vendée Globe. Et puis ce sont des personnages attachants, chacun avec leur histoire et c'est sympa de les voir tous les deux comme ça en tête de course. Et il s'était déjà livré un superbe duel sur la solitaire du Figaro 2016 où Johan l'avait emporté au général pour 5 petites minutes. En 2017, toi Armel, tu avais inscrit un nouveau record dont tu étais encore le détenteur jusqu'à ce Vendée Globe. 74 jours, on l'a dit en introduction, 3h35 minutes. Ce record-là, il va être a priori pulvérisé. Alors évidemment, compte tenu de l'évolution de ces IMOCA, c'est assez logique, mais on ne s'attendait quand même pas à les voir arriver si vite. Non, c'est vrai que le record, on imaginait qu'il allait être battu. Enfin, en tout cas, c'était la question qu'on me posait beaucoup avant le départ. Moi, j'avais dit que le record, il était battable, bien sûr, avec ces nouveaux bateaux. Il y a quand même 8 ans entre le Vendée Globe 2017 et celui-là. Donc, entre-temps, les bateaux ont énormément progressé, notamment dans la taille des foils. On l'a vu cette année avec des bateaux qui atteignent des vitesses incroyables sur 24 heures, plus de 600 000. Nous, on était incapables de faire ça à l'époque avec nos bateaux. Alex Thompson avait battu le record des 24 heures, il avait fait 520 000 je crois ou 530 000, donc c'était déjà il y a un gap vraiment donc un vrai gap, presque 100 000 d'écart, donc c'est énorme. Donc oui, les bateaux ont joué, bien sûr les marins aussi, le fait qu'ils soient en duel, ils se tirent la bourre. Moi c'était ce qu'on avait fait avec François, à l'époque on avait battu le record de 7 jours entre celui de Michel Desjoyaux en 2008 qui était de 85 jours, on était passé à 78. Donc parce ça que pousse aussi à aller aussi loin. Exactement. Ouais. Ils n'ont pas eu le temps de pause. Ils ne peuvent pas se contenter d'être devant et dans la gestion. Ils sont obligés de. Bah oui, il est en train de revenir. Il a été un demi-nœud plus vite que moi sur le dernier classement. Bah oui, je vais remettre du charbon. Et ça tire vers le haut, ça tire vers le record. Et puis effectivement aussi une météo sur certains tronçons qui les ont avantagés. Et ça, on peut le voir vraiment par rapport à leurs concurrents qui n'étaient pas si loin que ça finalement encore au niveau de l'océan Indien, dans l'entrée du Pacifique. Et puis là, il y a eu cette transition, notamment après les Kerguelen, où Charlie et Sébastien se sont échappés. Johan a su revenir, on l'a dit tout à l'heure, à la force des bras. Et après, la météo a été favorable, notamment pour Charlie et Johan, où ils ont bénéficié dans le Pacifique, et la remontée de l'Atlantique, où ils ont été très très vite. Et derrière, les prochains, à partir de la 4e place, il y aura quasiment 7-8 jours d'écart. Alors, derrière Sébastien Simon, lui, il s'accroche à la 3e place. C'est aussi un figariste, Sébastien. Il impressionne, parce qu'il a eu cette avarie de foil, il impressionne quand même par sa ténacité et sa performance.
parce qu'il a démarré aussi son projet très tardivement, est-ce que c'est une surprise pour toi de le voir dans ce groupe de tête? Alors, c'est pas une surprise, mais pour moi, c'est une des grandes révélations de ce Vendée Globe. Effectivement, c'est un marin qui est aussi issu du circuit Figaro, qui a gagné la solitaire du Figaro. Donc, voilà, techniquement, c'est quelqu'un qui est très au point, affûté. Mais il est arrivé effectivement sur le tard avec un projet qui s'est monté plus tard que Charlie et Johan, bien sûr, peut-être un peu moins bien structuré au départ. Et puis, mais il a un bon bateau, un bateau qui a gagné le Shen Race. Oui. Donc, un bateau qui était fiabilisé. Mais après, voilà, il fallait que tout s'aligne bien pour réussir à mener la course qu'il a faite. Et il l'a fait avec brio. Et franchement, il n'aurait pas eu cette case de foil qui le handicape depuis maintenant plusieurs semaines. Je pense qu'il aurait été largement à la lutte avec Charlie et Johan. C'est difficile un peu pour lui parce que là, aujourd'hui, on parle que du duel. Mais Sébastien, il a fait une des plus belles courses de ce Vendée Globe. Il va finir 3e. En tout cas, on lui souhaite. Maintenant, il y a plus que, on va dire, les aléas qui pourraient faire qu'il ne finisse plus sur le podium. Et c'est quelque part pour lui, c'est aussi une belle revanche sur le sort qu'il avait eu 4 ans auparavant. Il avait dû abandonner au sud de Cape Town. Après, il avait dû, voilà, son partenaire s'était arrêté. Donc c'est une belle revanche aussi pour lui. Et je pense qu'il va être très fier de son parcours. En plus, un projet vendéen. Lui, il est des Sables d'Olonne. Donc c'est peut-être un sablé sur le podium, ça c'est ça, il faudrait regarder dans les statistiques, mais c'est peut-être le premier sablé sur le podium du Vendée Globe. Sans doute. Ça va être certainement assez incroyable. Et alors derrière, il y a ce jeu très ouvert. Thomas Ruyant est très handicapé lui aussi, parce qu'il a perdu son J2. Dans ce groupe, la bagarre est extrêmement serrée. On va regarder la carto pour bien situer ce petit groupe-là qui se bagarre avec Jérémy Bayou, avec Sam Goodchild également, Nicolas et Paul qui ont tenté une option à l'Est. Qui a priori ne va pas forcément payer. En tout cas, il va falloir attendre un petit peu, mais voilà, ils ne vont pas forcément sortir devant. Et puis Justine Métro, qui sera la première femme et qui sera 10e. Impressionnante aussi, Justine, de sérénité. C'est vraiment une force tranquille, hein, Armel. Ouais, Justine, elle fait une très belle course. Effectivement, on l'annonçait déjà au départ par rapport à ses résultats précédents sur les transats qu'elle était à la lutte avec les tout meilleurs. Donc, elle le démontre très bien sur ce Vendée Globe. Même si on la voit très fatiguée, Ça mais tape, très tenace. Et c'est vrai qu'elle elle est dans le match. Voilà, on le savait au départ. S'il n'y avait pas trop d'abandon, d'entrer dans le top 10 allait être difficile. Et on le voit là, les concurrents qui sont à la lutte là entre la 4e et la 10e place, c'est très serré. Il n'y a rien d'effet. Entre le 4e et le 10e, tout est encore jouable. Justine peut encore se rapprocher du top 5. Donc ouais, c'est vraiment chouette. Ce sont tous des marins. Peut-être certains, bien sûr, vont être déçus de leur Vendée Globe parce qu'ils attendaient peut-être à aller jouer plus la victoire, comme Thomas notamment, qui était un des grands favoris. Malheureusement, les avaries se sont un petit peu accumulées pour lui. Et même pour Jérémy aussi, je pense qu'il espérait peut-être un autre Vendée, en tout cas en termes de sportifs. Mais ils vont tous se donner à fond. Parce que voilà, ils ont tous envie d'aller chercher cette 4e place. Finir dans le top 5. Ça change quand même beaucoup de choses entre 5e et 10e. Donc il va y avoir une belle bagarre à suivre après l'arrivée des 2 premiers. Et alors juste quelques mots des bateaux à dérive, notamment de Jean Lecam qui a passé le Cap Horn pour la 7e fois, qui mène les bateaux à dérive. Jean qui nous a fait partager ce moment, même si c'était dans l'obscurité. On va regarder cet extrait. Vous voyez le bateau noir là, c'est nous. Et là le petit point, c'est un point que j'ai mis qui est à 1 mille et demi, je crois, dans le sud du Cap Horn. Donc quand on passe ce point, on a passé le Cap Horn. Donc là, c'est l'océan Pacifique et de l'autre côté, forcément, l'océan Atlantique Sud. Eh bien, on va y aller ensemble, passer le Cap Horn. Allez, clac, clac, clac. Alors, je ne sais pas ce qu'on va voir, hein. Mais bon, allez. Alors, le phare du Cap Horn, alors, il est là. Là, on l'a vu, là. Voilà ce que c'est le Cap Horn. Eh ben, vous aurez passé le Cap Horn de nuit, mes amis. Et là-bas, il y a un autre phare de l'autre pointe. Ah, chouette.
Alors Jean, il avait fait le pari d'un bateau neuf, mais un bateau à dérive pour des raisons de budget aussi, et puis de choix à sa main. Il est actuellement 16e, mais bon, il est quand même capable de menacer des foilers, hein. Il est au tableau arrière de Romain Attanasio, de Damien Seguin, à la lutte avec Alain Roura. Quel est ton regard, toi, sur la performance de Jean et puis sur ce 6e Vendée? Il est toujours aussi étonnant, Jean Le Cam. C'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une aussi belle course. Parce que c'est vrai il avait un nouveau bateau. Alors, il y a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que c'est un grand bricoleur. Et je pense que c'était peut-être un des bateaux peut-être les mieux préparés par rapport à, en tout cas, connu par son marin techniquement. Et puis après, il avait quand même peu navigué. Donc, on le sait, hein, pour fiabiliser les bateaux, il faut naviguer, il faut aller tester le bateau dans toutes les conditions. Il n'avait pas forcément fait ce choix-là. Mais force est de constater que voilà, il a réussi son pari. Et puis après, voilà, il a fait une très belle course météorologiquement par rapport au bateau à dérive, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Aujourd'hui, on le savait, il y a vraiment deux mondes entre pour jouer la gagne. Non, c'était impossible. Les bateaux à foil maintenant sont dans une autre planète, notamment voilà, les top 10 en tout cas, les bateaux qui sont loin devant. Mais voilà, par rapport au bateau à dérive, lui, il fait une très belle course. Il est bien en avance sur ses poursuivants. Il a des grandes chances de terminer premier bateau à dérive. Franchement, voilà, à 65 ans, 6e Vendée Globe. Avec toujours autant d'entrain aussi. Exactement. Et de bonheur de passer ce Cap Horn. On va profiter de ta présence, Armel, aussi pour parler du trophée Jules Verne, hein, puisqu'on rappelle que tu es le skipper de l'Ultime Banque Populaire 11. Donc ce record du trophée Jules Verne, c'est, on le rappelle, 40 jours, 23 heures, 30 minutes, détenu par Francis Joyon sur IDEC. Alors il y a eu plusieurs tentatives de la part de Sodebo et d'SVR là dans l'hiver. On voit ces images sublimes de drones de Sodebo. Sodebo qui malheureusement a été obligé d'interrompre sa tentative alors qu'il se trouvait entre les Kerguelen et le Cap Lewin, est en train de remonter péniblement là vers la Réunion. François Gabard et l'équipage des SVR ont dû renoncer également. Ils sont de nouveau en stand-by pour tenter de refaire une troisième tentative. C'est compliqué quand même, on le voit, Armel, la fiabilité de ces bateaux. On l'avait vu sur l'Arca Ultimate Challenge, vous avez été obligé de faire quand même des escales, des pauses pour pouvoir vous arrêter et réparer. Voilà, c'est très difficile d'aller chercher ce trophée parce que ça nécessite d'être à fond pendant 40 jours sans encombre. Oui, ce record, on le sait, il est très haut aujourd'hui. On n'a peut-être pas encore atteint un plafond, mais on n'en est pas loin, en tout cas, de ce qu'on est capable de faire avec un multicoque autour de la planète à la voile. On sait intrinsèquement, les bateaux sont capables de faire moins de 40 jours. Je crois qu'on avait imaginé avec la meilleure situation météo, peut-être 36, 37 jours. Mais voilà, on n'ira pas beaucoup plus loin. Mais effectivement, il faut que tout s'aligne parfaitement. Il faut une météo qui soit quasiment idéal sur une grande partie du parcours. Et puis, effectivement, il faut aussi que le bateau tienne. Et ça se joue à pas grand-chose, des petits détails. C'est vrai que là, pour Sodebo, on était content de les voir arriver, de passer les Kerguelen. Ils étaient pas très loin du temps du record. En tout cas, ils étaient encore dans le match. Et puis, malheureusement, une avarie de Safran. Sans avoir tapé, c'est surprenant. Donc, là, il y a peut-être une explication plus structurelle. Voilà, c'est peut-être des pièces qui sont peut-être plus sollicités en équipage. Ils nous donneront un peu plus d'infos quand ils rentreront. Mais effectivement, on est encore une classe jeune au niveau autour du monde avec ces bateaux volants. On a réussi à le faire pour la première fois cet hiver avec cet Arca Ultimate Challenge, à pouvoir réussir à revenir à 5 bateaux sur 6 à faire le tour du monde. Alors certains se sont arrêtés et repartis comme le mien par exemple pour terminer, mais on sait qu'on n'en est pas loin. Voilà, on n'est pas loin de franchir ce cap. On sait aussi que nos bateaux, avec ces capacités de voler et d'aller vite dans les conditions avec des vents un peu plus faibles, on a ces capacités à pouvoir aller tenter ce record. Des phénomènes météo qui sont peut-être moins exigeantes que celles qu'on avait sur les bateaux d'avant qui n'étaient pas volants. Donc il faudra y retourner. On va suivre effectivement ce que va faire François Gabard et son équipage d'SVR Lazartigue s'ils repartent et quels seront leurs projets. Nous, en tout cas, avec Banque Populaire 11, ça fait partie de nos objectifs. L'an prochain. Oui. Là, Il y a une année dense là. Exactement, peut-être l'hiver prochain, effectivement, d'enchaîner Transat, alors Café l'Or, maintenant c'est Café l'Or, et derrière, effectivement, si tout se passe bien, si tout s'aligne bien, on se mettrait en stand-by pour aller essayer d'aller chercher ce record qui est assez mythique. Et puis il y a quand même une barre assez symbolique à franchir, la barre des 40 jours, et le premier à passer sur la barre des 40 jours, je pense que
voilà, on a tous un peu dans notre coin de la tête être le premier à le faire. Donc on verra Avant qui c'était réussira. 80, maintenant c'est 40. Armel, tu as déjà disputé 3 Vendée Globe et cette course, elle t'a toujours réussi avec 2 places de deuxième, une victoire. Est-ce que quand même, au fond de toi-même, tu n'as pas un peu envie d'y retourner quand tu vois la bagarre là? Alors non, moi j'étais très très content de suivre ce Vendée Globe. J'étais au départ, j'ai suivi bien sûr avec beaucoup d'intérêt, comme beaucoup de gens, voilà le parcours de tous ces marins. Mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai la chance de naviguer sur un ultime. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension, c'est d'autres vitesses et c'est d'autres sensations que j'apprécie beaucoup. Et puis j'ai eu la chance de faire un premier tour du monde en multicoque en solitaire. J'avais jamais fait tour du monde en multicoque tout court, donc j'ai commencé par l'Arkea Ultime Challenge. Ça a été une sacrée aventure, pas facile. Tu as envie d'y retourner alors? Et c'est ça. Voilà, je sais que dans 4 ans il y aura une nouvelle édition. Et l'idée c'est d'y retourner, d'aller faire mieux que cette première tentative pour moi. On a envie avec Banque Populaire d'aller gagner cette course un jour. Et donc on sait que avec là aussi, si la météo s'aligne bien, on est capable d'aller, pourquoi pas, battre le record de François Gabard, qui est de 42 jours. C'est pour moi le record, finalement, toute catégorie. Là, on parle du record du Vendée Globe, bien sûr, qui va être autour des 65 jours. Mais pour moi, le record, toute catégorie, c'est celui de François, il est de 42 jours. C'est quand même un record assez incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui plus que le Vendée Globe. Et on suivra évidemment cela avec beaucoup d'attention. Donc, tes prochaines courses sur l'Ultime Banque Populaire 11. Merci d'avoir été avec nous. D'ici là, Armel, il y a cette arrivée, ce dénouement du Vendée Globe avec Charlie Dalin et Johan Richomme à la lutte. Ils sont attendus autour du mardi 14 ou mercredi 15 janvier. Merci et encore une belle année à toi. Merci. Bye bye. Bye bye.